Mouek avec nous donc en visioconférence pour entamer cette édition, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue. Gilles, obsession des inflations, ça reste le sujet évidemment à la une avec un sprint qui est en train de devenir une course de fond pour les banques centrales. Au mieux, on observe une désinflation qui semble marquer le pas aux États-Unis sur ce début d'année 2023. Au pire, en zone euro notamment, on voit une inflation cœur qui est repartie à la hausse après, je le disais, 2 mois de stabilisation en fin d'année, octobre-novembre. On repasse de 5 à 5,2, de 5,2 à 5,3 et désormais de 5,3 à 5,6% pour l'inflation cœur sur un an au mois de février en zone euro. J'imagine qu'il y a matière à être légitimement inquiet de ce point de vue-là, Gilles. Oui, parce qu'on a une difficulté à comprendre ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut avoir une vision finalement assez simple de ce qui est en train de se passer. On sort aux États-Unis où on est toujours dans une situation d'excès de demande, qui est elle-même le fruit d'une surstimulation de l'économie au moment de la pandémie et dans les mois qui ont suivi la réouverture de l'économie. Donc on a du mal à faire revenir l'inflation sous-jacente dans sa boîte, entre guillemets. C'est pas franchement étonnant, et on a quelques signaux quand même un tout petit peu positifs du côté de l'inflation sous-jacente aux États-Unis, en tout cas sur certaines composantes, parce que les éléments dits d'offre de l'inflation sous-jacente vont quand même plutôt dans la bonne direction. En Europe, en revanche, on a une vraie surprise. Ça a commencé à l'automne de l'année dernière. On avait le début d'une décélération de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. On obtenait simplement une stabilisation dans la zone euro. Et là, c'est carrément l'inverse, comme vous l'avez dit, une divergence complète avec une réaccélération. Alors, il faut faire attention. Ce sont des données qui peuvent être assez volatiles, mais le degré de confiance dans le fait que l'inflation sous-jacente réaccélère est quand même aujourd'hui assez élevé, parce que moi je suis toujours un peu obsédé par les effets de base. On mesure toujours l'inflation sur un an et ça crée toujours des problèmes de mesure, parce qu'on traîne pendant très longtemps des effets un peu anciens, mais lorsqu'on regarde l'inflation sous-jacente dans la zone euro sur 3 mois, on est aussi en accélération. Alors que se passe-t-il ? Là, on ne peut qu'évoquer des hypothèses à ce stade. La première hypothèse, c'est une question de délai, c'est-à-dire que les composants de l'inflation sous-jacente qui sont les plus sensibles au prix de l'énergie n'ont pas vraiment commencé à décélérer parce que c'est simplement une question de temps. Il faut quelques mois pour que la transmission s'effectue. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, on a peut-être toujours un souci de concurrence dans ce nombre de secteurs, dans une phase qui est encore un peu marquée par la réouverture des économies, et où donc on n'a pas les effets auxquels on devrait s'attendre normalement de compétition entre boîtes pour appuyer sur leurs marges et pouvoir maintenir les volumes de vente. Mais ça commence à devenir assez étonnant. On est un peu à court d'explications pour être honnête. Et la seule chose que ça déclenche, en revanche, c'est un vrai stress du côté de la Banque centrale, du côté de la BCE. Finalement, la réaccélération de l'inflation sous-jacente, elle justifie ex post cette annonce d'une augmentation de taux de 50 BP pour le mois de mars, et elle nous oblige à revoir probablement la chronique pour la suite. Un thème dans l'inflation européenne qui devient central et qui semble se vérifier aux différentes économies, Gilles, c'est le thème de l'inflation alimentaire, avec à la fois les produits de base alimentaires et puis toute l'inflation qu'on trouve également autour des produits transformés. Je vous apprends pas que le débat a fait rage en France, notamment avec les traditionnelles négociations annuelles entre industriels et distributeurs agroalimentaires. Est-ce que oui, c'est un thème qui se vérifie partout en Europe? C'est un thème forcément très sensible, très médiatisé, très politisé. Est-ce que c'est un thème qui accroît le risque d'une forte accélération des salaires en zone euro, qui est le risque ultime que les banques centrales ne veulent pas voir se matérialiser? L'augmentation des prix alimentaires, c'est la pire forme d'inflation auquel vous pouvez penser. D'abord parce qu'elle a un effet social important. Elle a un impact extraordinairement lourd sur les ménages les plus modestes, qui avaient déjà à subir une augmentation des prix de l'énergie. Dépenses alimentaires et énergie, c'est le pourcentage le plus important de votre consommation lorsque vous êtes en bas de l'échelle des revenus, donc problème social. Sensibilité extrême
des ménages à l'augmentation des prix alimentaires parce que vous faites vos courses souvent, donc c'est quelque chose que vous constatez facilement qu'il y a une hausse de prix, et donc ça nourrit des anticipations d'inflation qui elles aussi vont avoir tendance à accélérer, et donc effectivement oui, ça nourrit ce qui est déjà d'ailleurs en train de se produire, c'est-à-dire une accélération des salaires. On pouvait jusqu'à présent, je pense, avoir un regard assez nuancé là-dessus en se disant c'est avant tout un effet de rattrapage, c'est ce qu'on appelle un one-off, donc c'est un effet de base, on va avoir une correction des salaires en 2023 pour rattraper un peu l'inflation de 2022, mais ce n'est pas une vraie boucle prix-salaire. Mais avec cette accélération supplémentaire des prix alimentaires, on peut devenir un peu plus nerveux, oui, effectivement. Je crois que la Banque de France a en tête une accélération des salaires jusqu'à 6% cette année, Gilles, en France. C'est ce qu'on voit dans certaines négociations salariales. Il y a eu un papier extraordinairement intéressant d'Erwan Gauthier, un des économistes de la Banque de France, qui est allé regarder dans le détail, je crois, 150 négociations de branches en 2022 en France. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu en gros 2 vagues d'accélération en 2022. Et souvent, ces vagues sont déclenchées par des accélérations du salaire minimum. Et on retrouve des choses auxquelles on n'a pas pensé honnêtement depuis extraordinairement longtemps. C'est-à-dire que vous avez une indexation automatique du SMIC sur l'inflation. En France, le salaire minimum est à un niveau assez élevé par rapport au salaire médian, et donc ça a des effets d'entraînement sur toute la courbe des salaires. Donc ces éléments qu'on avait un peu oubliés honnêtement depuis une trentaine d'années, eh bien ils sont en train de réapparaître. Quand on regarde au-delà de la zone euro, d'autres économies avancées, Gilles, alors qui sont d'ailleurs plus sensibles au cycle, peut-être moins administrées que les économies françaises ou européennes. Je notais que l'Australie commençait à voir une baisse de la consommation, une remontée du taux de chômage et donc une baisse des pressions inflationnistes. Je vois que la Suède est officiellement en récession, je crois, Gilles. On a même noté au Royaume-Uni. Alors, est-ce que c'est le fait d'un pays qui roule à gauche ou est-ce que c'est un signal avancé ? Je crois que le patron de la Banque centrale britannique, contre la tendance, a plutôt repoussé le pricing de marché concernant de futures hausses de taux qu'il estimait trop agressifs à ce stade. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces petits signaux qu'on observe ici et là autour de nous ? Je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque part un d'espoir qu'on peut avoir, même si c'est une forme d'espoir un tout petit peu inquiétante, c'est que on est toujours trop impatient en termes de délai de transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on a tous appris lorsqu'on était à l'université que la politique monétaire exerce son impact sur l'activité économique et l'inflation avec un délai qui peut être très long. Mais en pratique, on l'oublie toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Fed et la BCE commencent à taper, on voudrait que l'inflation ralentisse extrêmement vite et que l'économie réagisse extrêmement vite. Or, si vous regardez des épisodes de durcissement des conditions monétaires au cours des 20-30 dernières années, souvent ça met plus d'1 an avant d'apparaître. Donc on est encore, en fait, ça commence à durer, mais disons qu'on est encore dans un délai de réaction à peu près normal. Et ce qu'on voit dans certains pays, justement comme le Royaume-Uni, c'est intéressant parce que ce sont des pays où les délais de transmission de la politique monétaire tendent à être un peu plus courts qu'en Europe. Donc ce qui se passe au Royaume-Uni pourrait être le premier signal que ça y est, c'est en train finalement de passer, c'est en train d'exercer son impact sur l'activité économique et sur les prix, et que donc les banques centrales peuvent effectivement donner des signaux un peu plus dovish. Mais ça reste quand même très ténu, et pour l'instant, aux États-Unis et dans la zone euro, on ne voit quand même pas grand-chose. Bon. Derrière les mauvaises surprises de l'inflation en zone euro, il y a toujours quelques motifs de réjouissance. La résilience de l'activité, bien sûr, et puis l'absence de risque souverain, Gilles. Je regardais encore là, le bilan annuel de l'Italie. Je crois qu'il sort 3,8% de croissance. Ça doit être un peu mieux, je crois, que ce que fait la zone euro. Il voit 1% de croissance cette année. L'investissement a été très fort en Italie l'an dernier. Et au final, on ne parle absolument plus du risque souverain en Europe à ce stade. C'est vraiment la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle depuis maintenant quelques mois. Et d'ailleurs, c'est évidemment très apparent dans les spreads. Moi, l'expérience que j'ai des problèmes dans les pays périphériques, c'est qu'ils surviennent en général lorsqu'il y a conjonction d'un risque politique, d'un ralentissement de l'activité économique et d'une remontée des taux d'intérêt. On a remonté des taux.
Mais on n'a pas encore vraiment de ralentissement éco et pour l'instant, on n'a pas de risque politique qui se manifeste parce que pour l'instant, le gouvernement Meloni tient sans faire d'annonces particulièrement aventureuses. Donc ça tient. Je pense que la deuxième partie de l'année peut être un peu plus compliquée si justement les effets retardés du durcissement des conditions monétaires commencent à se manifester sur l'activité économique. C'est là où il va falloir faire attention à la réaction des pays périphériques. Mais c'est vrai que pour les mois qui viennent, on peut être relativement détendu sur ce front-là au moins. Merci beaucoup Gilles, merci pour ce décryptage macro de la semaine. Gilles Mouek avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA, invité de Smart Bourse à la mi-journée.